Bonjour à tous. 3 photos pour illustrer autant de moments importants dans l'histoire de l'Allemagne et de Berlin pendant la guerre froide. 3 photos donc que nous allons retrouver dans le cours d'aujourd'hui et que nous allons présenter et expliquer. C'est parti. Sur votre cahier, nous sommes dans la deuxième partie, les crises de la guerre froide. La dernière fois, nous avons étudié les crises en Corée, à Cuba et au Vietnam. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la question de l'Europe et tout particulièrement de l'Allemagne et de Berlin au cœur de la guerre froide. L'Allemagne, tout d'abord en Europe. Alors, les 3 moments que j'ai choisis donc pour ce cours illustrent 3 crises importantes liées à la guerre froide. Le blocus de Berlin tout d'abord en 1948-1949, la construction du mur de Berlin en 1961 et la chute de ce même mur de Berlin en 1989. L'Allemagne dans la guerre froide, nous commençons par le blocus de Berlin et la division de l'Allemagne en 1948-1949. Nous retrouvons une des 3 photos de l'introduction. Il faut d'abord revenir à la situation de l'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a été vaincue, l'Allemagne nazie a signé la capitulation le 8 mai 1945 et comme cela avait été décidé dans les conférences internationales de la fin de la guerre, notamment à la conférence de Yalta, le territoire de l'Allemagne est divisé en 4 zones d'occupation. Ce sont les vainqueurs de la guerre qui vont occuper le territoire allemand et sur l'insistance du Premier ministre britannique Churchill, la France a été rangée dans le camp des vainqueurs. Donc on s'aperçoit ici, en suivant la légende, qu'il y a la zone britannique, la zone française, la zone d'occupation américaine et la zone d'occupation soviétique. Donc le territoire allemand divisé en 4 zones d'occupation. Si l'on regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est la même situation pour la capitale, Berlin, qui est divisée également ici en 4 zones d'occupation, donc zone française, zone britannique et zone américaine, et puis la zone soviétique. Une particularité de la ville de Berlin qui va être essentielle pour bien comprendre de nombreuses crises qui vont concerner Berlin pendant la guerre froide, c'est que la ville de Berlin est comprise, enserrée, enclavée, on pourrait dire, dans la zone d'occupation soviétique. Et cette situation étonnante, paradoxale, va mener notamment au début de la première crise, puisque Staline va organiser le blocus de Berlin. Alors qu'est-ce que ça veut dire le blocus de Berlin? Staline veut contrôler la totalité de la ville de Berlin et veut obliger les Occidentaux, c'est-à-dire les Français, les Britanniques et les Américains, à quitter cette partie de la ville. Et donc il va bloquer toutes les communications terrestres venant des zones de l'Ouest, par exemple les trains, les camions qui peuvent venir par la route pour alimenter et ravitailler les zones de Berlin-Ouest. C'est ce qu'on appelle donc le blocus de Berlin. Cette caricature illustre la volonté soviétique de contrôler, à travers l'image de l'ours soviétique, toute la zone de Berlin, y compris donc les zones britanniques représentées par les drapeaux britanniques, les zones américaines et la zone française. La riposte des Alliés ne se fait pas attendre puisque les Américains en tête ne souhaitent absolument pas perdre leur zone d'occupation à Berlin-Ouest, dans la partie ouest de la ville, et donc les Alliés vont organiser ce que l'on appelle un pont aérien. S'ils ne peuvent pas passer par la route, ils vont passer par les airs, et Staline ne souhaitant pas la guerre, notamment avec les États-Unis, l'URSS ne va pas faire tirer sur les avions qui vont survoler une partie du territoire occupé par les soviétiques en Allemagne, et pendant presque un an, des milliers et des milliers d'avions vont ravitailler les habitants de Berlin-Ouest. Voilà pourquoi ces habitants se pressent pour observer ces avions qui leur amènent de la nourriture, qui leur amènent du charbon pour se chauffer l'hiver, qui leur amènent des vêtements. Voici le pont aérien donc de Berlin organisé par les Alliés. Ce pont aérien signifie l'échec de la volonté du blocus de Staline, et quasiment après un an de blocus, Staline renonce et est obligé d'accepter la présence des Occidentaux à Berlin-Ouest.
L'échec du blocus de Berlin par l'URSS conduit à la création de deux Allemagnes à l'issue de ce blocus, donc en 1949. En mai 1949, les Anglais, Français et Américains vont décider d'unir leurs zones et de faciliter donc la création d'un État, l'Allemagne de l'Ouest, ou que l'on appelle également la RFA, République fédérale d'Allemagne. Et n'oublions pas qu'avec cette Allemagne de l'Ouest, nous avons également la partie ouest de Berlin qui lui est rattachée. De l'autre côté, quelques mois plus tard, en octobre, les soviétiques répliquent et décident de leur côté de créer l'Allemagne de l'Est, ou la RDA, République démocratique allemande, et Berlin-Est, que vous voyez ici se dessiner, devient la capitale de l'Allemagne de l'Est, tandis qu'à l'Ouest, le gouvernement allemand a choisi une petite ville de province, Bonn, que l'on retrouvera plus tard. Ces deux pays sont donc divisés par la guerre froide. L'Allemagne de l'Est, c'est un État communiste pendant 40 ans, entre 1949 et 1989. Voici par exemple une photo prise à Berlin-Est en 1950, avec un portrait monumental de Staline sur le siège central du Parti communiste. L'Allemagne de l'Est, c'est un État dans lequel, comme dans tout État communiste, le Parti communiste et l'État jouent un rôle central, contrôlent l'ensemble des activités de la société et en particulier l'économie. Ici, c'est une affiche de propagande de 1952 qui met en avant donc le rôle du représentant du Parti communiste au centre de l'affiche et le rôle également du premier plan quinquennal lié à ce qu'on appelle dans les pays communistes la planification en faveur ici de l'industrie lourde, c'est-à-dire la métallurgie, toutes les industries liées à la défense. Voici les priorités qui sont généralement donc définies dans les pays de l'Est. Cette Allemagne de l'Est, elle est sous l'influence évidente de l'URSS, et on peut le voir avec cette illustration. Il s'agit ici d'une réunion du Parti communiste d'Allemagne de l'Est au début des années 1970. Au centre, vous avez le chef du gouvernement allemand communiste. Juste derrière lui, au premier rang, vous avez ici le responsable de l'URSS, Brejnev, lorsque cette photo est prise donc en 1971, et à l'arrière-plan, eh bien, on voit bien l'influence du marxisme-léninisme, de l'idéologie communiste, avec les figures qui sont reprises donc de Lénine, Marx et Engels. À l'ouest, c'est une Allemagne et une société complètement différentes qui se construisent, basées sur les principes du capitalisme et de la démocratie. Ici, l'initiative individuelle, la recherche du profit, la société de consommation sont des valeurs qui sont mises en avant, comme le montre cette première photographie de jeunes Allemands qui partent en week-end ou en vacances en 1959, ou cette autre image qui nous montre une famille qui pique-nique, qui valorise à la fois les jeux sportifs individuels comme le tennis ici ou le badminton, et également la présence d'une industrie automobile très forte qui se développe en Allemagne. On voit notamment une automobile de la marque Volkswagen. Cette division de l'Allemagne en deux systèmes idéologiques antagonistes se retrouve à l'échelle de l'Europe. On voit sur cette carte qu'une partie de l'Europe appartient au bloc occidental, c'est-à-dire le camp démocratique et capitaliste initié et conduit par les États-Unis. Le Royaume-Uni, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest appartiennent à ce camp occidental, et ce sont des pays notamment qui sont membres de l'OTAN, cette alliance militaire dont nous avons déjà parlé. De l'autre côté, c'est une autre Europe qui se construit, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en Allemagne de l'Est, des pays qui sont sous l'influence de l'URSS, qu'on appelle des démocraties populaires, et qui sont en fait des dictatures communistes pendant toute cette période de la guerre froide. La ligne de séparation, que l'on appelle le rideau de fer, marque donc la séparation en Europe entre deux modèles de société complètement opposés, l'Ouest et l'Est.
On s'aperçoit que cette division, pour le rappeler encore une fois, s'inscrit bien sûr sur le territoire de l'Allemagne. L'Allemagne de l'Ouest appartient au camp occidental, l'Allemagne de l'Est appartient au camp communiste, avec la particularité de Berlin. Deuxième crise importante de l'Allemagne dans la guerre froide, 1961, la construction du mur de Berlin, illustrée par cette image que nous avons vue dans l'introduction. Voici les deux Allemagnes durant la guerre froide, RFA, RDA. Imaginons des personnes qui souhaitent quitter l'Allemagne de l'Est et qui sont attirées par le modèle qui existe de l'autre côté du rideau de fer en Allemagne de l'Ouest. Par où est-il possible de passer? Impossible de passer à travers la frontière entre RDA et RFA, c'est le rideau de fer. Impossible également de passer par le sud, puisque ce rideau de fer se poursuit au sud. Il y a cependant une possibilité. Il est possible, et c'est ce que vont faire des milliers et des milliers de personnes et davantage, il est possible de se rendre à Berlin-Est. On va agrandir l'image. À partir de Berlin-Est, pour des raisons familiales, pour des raisons liées au travail, c'est ce que font chaque jour des milliers et des milliers d'habitants de Berlin-Est, on peut aller donc travailler à Berlin-Ouest et rentrer chez soi le soir. On peut rentrer chez soi ou on peut aussi quitter à partir de Berlin-Ouest, prendre un train et aller en Allemagne de l'Ouest. Il y a donc une faille, il y a un trou dans ce rideau de fer, et cette faille a été exploitée par à peu près 3 millions d'Allemands de l'Est qui, en passant de Berlin-Est à Berlin-Ouest pendant toutes ces années, ont pu quitter la dictature communiste et rejoindre la RFA, l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est la raison de la construction du mur de Berlin, donc en 1961, pour empêcher cet exode, en particulier de jeunes, d'ouvriers qualifiés, d'ingénieurs, une main-d'œuvre qui va manquer donc à l'Allemagne de l'Est. En août 1961, c'est une décision prise par le gouvernement communiste de l'Allemagne de l'Est et soutenue par l'URSS. C'est donc en pleine nuit le début de la construction du mur. Au début, ce sont des barbelés qui sont mis en place et très rapidement, dans les heures, les jours, les semaines, les mois qui viennent et qui suivent, eh bien, ce mur de Berlin va être renforcé. On peut imaginer la surprise, la stupeur des habitants de Berlin en découvrant à matin d'août 1961 qu'ils ne peuvent plus traverser la route qu'ils avaient probablement l'habitude de traverser pour aller chercher le pain, rendre visite à un parent, des voisins. On voit ici des magasins d'alimentation sur la partie gauche, ici le trottoir, et au milieu de la route, donc ce mur qui s'élève comme une barrière désormais infranchissable. Ce mur est donc construit progressivement. Ici, nous sommes du côté de Berlin-Est. L'accès au mur est interdit à la population et gardé. Ici, nous sommes à Berlin-Ouest et la population, stupéfaite, voit donc ce mur grandir chaque jour davantage. Pour bien comprendre les raisons de la construction du mur de Berlin et voir en quoi elle représente une opposition fondamentale entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, je vous propose cette étude de document avec deux questions que vous découvrez sur fond orange. Comment le bloc de l'Est justifie-t-il la construction du mur? Et vous allez travailler avec cette affiche qui a été éditée en 1961 en Allemagne de l'Est. Deuxième question, pourquoi le bloc de l'Ouest s'oppose-t-il à la construction du mur? Et vous allez travailler à partir de ce discours du président américain Kennedy, que vous pouvez retrouver dans votre livre, page 157. Vous faites pause, bien évidemment. Comment le bloc de l'Est justifie-t-il la construction du mur? Alors, cette affiche qui est produite donc au moment de la construction du mur, en 1961, elle représente ici le mur de Berlin qui est en couleur rouge, donc revendiqué clairement comme une construction communiste. On voit ici le marteau et la faucille, hein, et le bloc de l'Est justifie sa construction puisque ce mur est une protection. Une protection contre quoi? Visiblement contre les États-Unis, représentés ici par un vautour, cet oiseau peu sympathique, c'est un charognard, qui vient littéralement se casser le bec contre ce mur. On reconnaît le drapeau américain, et associé à ce vautour, eh bien, on voit une sorte de petit monstre ici, qui symbolise l'Allemagne de l'Ouest, que le créateur de cette affiche associe encore au nazisme, puisqu'on représente ici la croix gammée.
Donc le bloc de l'Est justifie la construction du mur pour se protéger contre l'impérialisme des Américains tout particulièrement. De l'autre côté, pourquoi le bloc de l'Ouest s'oppose-t-il à la construction du mur? Ici, le discours du président américain Kennedy a été prononcé donc à peu près 2 ans après la construction du mur. Kennedy s'est rendu à Berlin-Ouest et face au mur, il a fait ce discours qui est resté très célèbre. Le président Kennedy s'oppose à la construction du mur puisqu'il considère que c'est, il le dit ici, c'est un crime contre l'humanité, c'est un mur qui sépare les maris, les femmes, les frères et sœurs, c'est un mur qui divise un peuple qui désire être unifié. Pour le président Kennedy, la construction du mur, c'est la négation de la démocratie, c'est la négation de la liberté. Et pour bien montrer que les Américains ne laisseront pas tomber les habitants de Berlin-Ouest, Kennedy a cette phrase célèbre à la fin du texte, Ich bin ein Berliner, c'est une manière pour les États-Unis de marquer leur soutien absolu aux habitants de Berlin-Ouest qu'ils n'abandonneront pas. Quelques mois plus tard, cette photo pour montrer la permanence du mur et ses conséquences. Nous sommes à Noël en 1961, un couple du côté de Berlin-Ouest fait signe, probablement à des amis, des parents qui sont de l'autre côté du mur et qui ne peuvent plus désormais rejoindre. Le mur de Berlin dans sa totalité faisait environ 150 km et donc il englobe, il enserre Berlin-Ouest totalement. Une photo des années 80 nous montre ce mur dont la protection et la sécurité est renforcée chaque année davantage par les autorités d'Allemagne de l'Est. On voit ici une patrouille militaire probablement qui circule et qui vérifie que le mur est en bon état. De nombreux Allemands de l'Est ont essayé de passer malgré tout et une centaine d'entre eux ont perdu la vie en essayant de passer le mur de Berlin pour venir à l'ouest. Ici, nous sommes du côté ouest, on voit des graffitis, des peintures qui ont été faites par les habitants de Berlin-Ouest, ici même un homme qui promène son chien. 2 mondes séparés par un mur. Troisième et dernière crise, dernier moment important de l'histoire de l'Allemagne et de Berlin dans la guerre froide retenu ici, il s'agit de la chute de ce même mur de Berlin en 1989 et l'année suivante la réunification de l'Allemagne. Alors, sans vouloir développer ici les raisons, les facteurs de la chute du mur de Berlin qui seront vus dans la dernière partie de ce cours, on peut simplement évoquer des manifestations qui se développent en Europe de l'Est, dans les dictatures communistes, d'abord en Pologne, en Hongrie et maintenant en RDA, en Allemagne de l'Est. Ici, les populations qui manifestent pour demander un pays ouvert avec des gens libres. Ces manifestations ne sont pas réprimées par le gouvernement communiste qui se retrouve en difficulté parce qu'il bénéficie d'un soutien de moins en moins fort de l'URSS. Le leader du bloc communiste, l'URSS se trouve elle-même face à des difficultés économiques, militaires importantes qui seront reprises dans la troisième et dernière partie de ce cours et la population donc ose désormais manifester puisque la répression violente du gouvernement communiste n'est plus de mise. Ces manifestations et les difficultés du gouvernement communiste en Allemagne de l'Est vont conduire à un événement que personne n'avait prévu, que ce soit les journalistes, les autorités politiques, les spécialistes, la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. L'incroyable se produit, des habitants de Berlin-Est montent sur le mur, la police ne tire pas sur eux et ils rejoignent des habitants de Berlin-Ouest. Voici une photo prise dans les heures, les jours qui suivent et qui montre un seul peuple réuni, les habitants de Berlin-Est. On reconnaît ici des drapeaux communistes. Et ici, nous sommes à l'ouest et maintenant cette division est en train de s'effacer, de disparaître. Cette photo prise le 12 novembre, donc quelques jours après, montre un flux massif ici d'habitants de Berlin-Est qui n'ont qu'une idée, c'est voir à quoi ça ressemble l'ouest de l'autre côté. Et désormais, le passage est possible, la liberté est à portée de main.
L'Allemagne et les Allemands reprennent conscience qu'ils ne forment qu'un peuple, c'est ce que dit d'ailleurs cette pancarte lors d'une manifestation en Allemagne au début de 1990, et suite donc à la chute du communisme en Allemagne de l'Est, eh bien la réunification de l'Allemagne, cette Allemagne qui avait été divisée pendant 40 ans par la guerre froide, RFA, RDA, Allemagne de l'Ouest, Allemagne de l'Est, c'est cette Allemagne réunifiée que vous connaissez aujourd'hui, avec Berlin comme capitale unique d'un pays réunifié. Le temps de la synthèse est maintenant arrivé. Je vous propose d'effectuer un exercice en 2 temps. Tout d'abord, de compléter cette synthèse en utilisant le vocabulaire, les expressions et les dates que vous avez en haut de la page. Si vous avez imprimé cette fiche d'activité à partir du site internet, eh bien vous la complétez directement dans votre cahier. Si vous n'avez pas pu l'imprimer, sur votre cahier, vous marquez simplement les expressions, les dates dans le bon ordre, l'ordre correspondant à la synthèse. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, une fois que vous aurez complété ces paragraphes, je vais vous demander de les relier à chacun des croquis qui représentent un moment important de l'histoire de l'Allemagne et de Berlin dans la guerre froide. Donc, soit vous les reliez directement si vous avez imprimé, soit sur votre cahier, vous mettez par exemple réponse A1, A2, etc. Je vous laisse bien sûr mettre en pause pour effectuer cet exercice. Je vous propose de relire avec vous cette synthèse complète désormais. Dans l'Europe divisée par le rideau de fer, ces crises de la guerre froide concernent tout particulièrement l'Allemagne. Depuis 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni et la France occupent l'Allemagne et Berlin, qui sont divisés en 4 zones d'occupation. Berlin devient alors un enjeu important de la guerre froide. Ce paragraphe correspond ici au croquis numéro 2, puisque l'on voit les différentes zones d'occupation et Berlin également divisé en zones d'occupation en 1945 à la fin de la guerre. Deuxième paragraphe. En 1948, l'URSS de Staline veut chasser les Occidentaux, États-Unis, Royaume-Uni, France. Staline organise le blocus de Berlin en coupant les communications terrestres avec le reste du monde. Les Occidentaux réagissent par un pont aérien qui permet de ravitailler Berlin-Ouest. Finalement, les Soviétiques renoncent. La grande conséquence politique de cette crise est la division de l'Allemagne en 2 États opposés en 1949. L'Allemagne de l'Ouest, la RFA, alliée des États-Unis, et l'Allemagne de l'Est, la RDA, alliée de l'URSS. Berlin-Ouest est rattaché à l'Allemagne de l'Ouest, Berlin-Est est la capitale de l'Allemagne de l'Est. Ce paragraphe peut être relié au croquis numéro 4, où l'on voit bien effectivement ces 2 Allemagnes qui sont créées et Berlin divisé également en 2 parties. Paragraphe suivant. En 1961, pour empêcher les Allemands de l'Est de quitter le pays, en passant par Berlin, la RDA construit un mur infranchissable. Le discours du président américain Kennedy en 1963 confirme que le mur de Berlin devient le symbole de la guerre froide en Europe. Ce paragraphe peut être relié au croquis numéro 1, puisque l'on voit que les 2 Allemagnes étant constituées, un certain nombre d'Allemands de l'Est tentent de migrer en passant par Berlin-Ouest jusqu'à la construction du mur. C'était la raison, la cause de la construction du mur. Dernier paragraphe. La chute du mur de Berlin en 1989 s'explique par les grandes difficultés, notamment économiques, de l'URSS et du rejet du communisme par une partie importante de la population dans les pays d'Europe de l'Est, voire partie 3. La fin du communisme en RDA permet la réunification allemande l'année suivante, en 1990, et annonce la fin de la guerre froide. Ce dernier paragraphe est bien sûr à relier à la carte numéro 3. Bon courage et je vous retrouve bientôt pour la dernière partie de ce cours sur la guerre froide.